Bonjour, salut. Aujourd'hui, on s'intéresse au condensateur. Oui, et on a du pain sur la planche. Du coup, je te propose de tout de suite regarder ce que ça donne en Spintronics. Un condensateur en Spintronics, c'est la même pièce que le voltmètre. Si on le branche à notre pile et qu'on démarre le tout, ça s'arrête assez vite. On dirait que c'est une résistance qui varie dans le temps. Alors, c'est pas faux, mais comment on la ferait varier dans l'autre sens? Je sais pas, en la débranchant. Vas-y, essaye. Wow. Voilà. C'est ça, la vraie utilité d'un condensateur. C'est-à-dire? Ça stocke de l'énergie. Mécanique en spintronics et électrique en électronique. Ok, pourquoi pas, mais je vois toujours pas le cas d'usage. Alors, il y en a plein. Mais l'un des plus évidents, c'est que ça permet de compenser des petites coupures d'alimentation. Je te montre avec un circuit Spintronics. Là, j'ai un circuit assez simple composé d'une pile, d'une résistance et d'un interrupteur pour couper l'alimentation. J'ai aussi mis un condensateur en parallèle de la résistance. Si je démarre le circuit, tout se déroule comme d'habitude, à savoir la résistance tourne et le condensateur s'est chargé. Mais si j'arrête l'alimentation, ça continue de tourner. Bon, alors là, ça s'est arrêté parce que la coupure a été longue. Mais si on recommence avec des coupures courtes, la résistance ne s'arrête pas de tourner. Ok, sympa. Mais comment on en fabrique un en électronique? Avec 2 feuilles d'alu et une feuille de papier. Va falloir m'en dire plus là. Ok, mais on va avoir besoin de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'électron. Alors pour ça, on va faire quelques petites simulations. Les simulations en question, elles vont s'appuyer sur un modèle qui est simplifié et on va prendre quelques raccourcis. Mais au vu de nos connaissances actuelles et de ce qu'on cherche à comprendre, ça sera largement suffisant. Comme tu le sais, la matière est composée d'atomes. Nous allons représenter chaque atome électriquement neutre par un point jaune. Un atome qui a un surplus d'électrons sera représenté par un point bleu avec un signe moins dedans, signifiant que l'atome a une charge négative supplémentaire. Un atome qui a un déficit d'électrons sera représenté par un point rouge avec un signe plus dedans, signifiant que l'atome a une charge négative manquante qu'on peut voir comme une charge positive. Prenons un cas très simple. Un carré de matière avec une seule charge négative. L'électron peut se déplacer librement. On parle d'ailleurs d'électrons libres. Pour simuler ça, les charges, positives ou négatives, peuvent soit se déplacer de manière aléatoire sur un atome voisin, soit rester sur place. Pour savoir ce qu'il se passe quand on a 2 charges, il faut s'intéresser à la loi de Coulomb. Elle nous dit que les signes opposés s'attirent et que les signes identiques se repoussent. L'intensité de cette force est donnée par la formule suivante. K0 fois la valeur absolue de Q1 fois Q2 divisé par R au carré. Où K0 est une constante de l'univers, qu'on appelle la constante de Coulomb, Q1 et Q2 sont les charges concernées, et R est la distance qui sépare les 2 charges. Donc, pour 2 mêmes charges, plus la distance est grande, moins la force est importante. Et ce, très vite. Reprenons notre carré de matière, mais cette fois-ci avec 2 charges négatives. Les charges de même signe se repoussent. Pour simuler ça, au moment du choix de la prochaine position de la charge, on favorise le choix des positions les plus éloignées des autres charges de même signe. Si on recommence, avec cette fois-ci une charge négative et une charge positive, on voit que les charges de signe contraire s'attirent. Pour simuler ça, au moment du choix de la prochaine position de la charge, on favorise le choix des positions les plus proches des autres charges de signe opposé. Alors en réalité, quand elles se rencontrent, les 2 charges s'annuleraient
et notre carré finirait électriquement neutre. Maintenant que les mécaniques de la simulation ont été vues, on va accélérer les prochaines simulations pour avoir des résultats intéressants plus rapidement. Prenons le côté négativement chargé d'une pile. On peut le représenter comme étant une masse d'atomes négativement chargés. Et prenons un fil électriquement neutre que nous mettons en contact avec la pile. On voit que les charges se répartissent rapidement dans la matière et que le fil contient maintenant des charges négatives. Les charges vont se répartir de manière égale dans la matière. On dit alors que le fil est à équipotentiel de la batterie. Si on enlève soudainement la pile et qu'on met sur pause, on voit qu'il reste des charges négatives dans le fil, 10 dans notre simulation. Et ça, c'est très intéressant pour nous, car c'est une forme de stockage. Le but maintenant est d'augmenter le nombre de charges contenues dans notre dispositif au moment où on enlève la pile. Pour commencer, il faut qu'on fasse la même chose de l'autre côté de la pile. Sinon, on n'arrivera pas à brancher notre condensateur à un circuit. Ensuite, la première avancée qu'on peut faire, c'est de se rendre compte que plus on a de matière, plus on a de place pour les charges. On peut donc mettre 2 grandes plaques de chaque côté. Si on lance notre simulation et qu'on la laisse tourner un petit moment, puis que d'un coup on enlève la pile et qu'on met sur pause, on obtient 19 charges négatives, ce qui est mieux que les 10 d'avant. On a aussi 17 charges positives. Et si on se concentre que sur les plaques qui représentent notre condensateur, on obtient 13 charges négatives et 11 positives. On peut encore s'améliorer si on se rappelle la loi de Coulomb. Les opposés s'attirent, mais l'intensité de cette force diminue avec le carré de la distance. Si on rapproche les 2 plaques, les charges opposées seront plus proches et ça pourrait bien nous aider. Allez, on laisse de nouveau tourner notre simulation pendant un petit moment. Et puis, on enlève la pile d'un coup. Dans les plaques, on retrouve 15 charges négatives et 15 charges positives. C'est un petit peu mieux, mais on voit surtout que les charges se concentrent à la surface des plaques. En y regardant de plus près, il semblerait qu'on ait un nombre de charges insuffisant. Jouons avec un dernier paramètre. Si j'augmente le voltage en mettant une pile plus grosse et qu'on fait de nouveau tourner notre simulation pendant un petit moment, et puis qu'on enlève la pile, on obtient 28 charges négatives et 27 charges positives. On vient donc de comprendre que Q, le nombre de charges contenues dans notre condensateur, augmente avec A, la surface de nos plaques, diminue avec D, la distance entre nos plaques, et augmente avec V, le voltage de notre pile. Et, en effet, la formule du nombre de charges dans un condensateur est Q égale epsilon 0 fois A sur D fois V. Epsilon 0 étant une constante dépendante de la matière isolante contenue entre les 2 plaques. Pour un même voltage V, ce qui distingue un condensateur d'un autre, c'est donc epsilon 0 fois A sur D. Cette valeur est donc caractéristique d'un condensateur et est notée C. On l'appelle la capacité et elle se mesure en farad, noté F. Et 1 farad est égal à 1 coulomb par volt. Enfin, dernière chose, le symbole utilisé dans les schémas électroniques représente exactement ce qu'on vient de simuler, à savoir 2 plaques séparées par un gap. Donc, si je comprends bien, ton idée, c'est d'utiliser 2 feuilles d'alu pour faire les plaques et une feuille de papier pour faire l'isolant au milieu le plus fin possible. Exactement. Et si tu écrases le tout avec un poids pour éviter qu'il y ait de l'air entre les 2 plaques, ça nous donnera le meilleur condensateur qu'on puisse faire avec du matériel de tous les jours. Ok, et pour tester, on enlève la pile et on regarde l'intensité. Sans condensateur, on passe tout de suite à 0, alors qu'avec un condensateur, ça prendra plus de temps. C'est ça? C'est l'idée, oui. Ok, donc là, je fais le test sans le condensateur. Pour l'instant, j'ai une intensité saturée, parce que j'ai pas mis de résistance. Et si je coupe, je tombe bien à 0, mais ça prend un peu de temps. Comment ça se fait ça? C'est parce que notre multimètre contient des condensateurs,
et qu'ils sont d'ailleurs de bien meilleure qualité que ce qu'on va arriver à produire. Et ça va nous causer des problèmes. Et avec ça, c'est que de la mécanique. Pas bête, mais vu la qualité du condensateur qu'on va produire, rien que l'inertie de l'aiguille va nous fausser la mesure. Bon, on fait comment alors? On peut ajouter un interrupteur pour que le courant ne passe pas par notre ampèremètre pendant la charge de notre condensateur. Et un autre interrupteur nous permettra de vider le condensateur via notre ampèremètre. Ok, bonne idée. Regarde, je viens de faire le circuit. D'abord, on a le plus de la pile qui passe dans le fil rouge pour arriver dans un bouton, pour ensuite arriver dans notre capacité qui sera branchée sur le fil jaune. Elle revient par le fil vert et on arrive sur le fil noir pour arriver dans le moins de notre pile. Et en parallèle de ça, on a, via le fil orange, on récupère notre capacité qui passe dans un bouton pour ensuite passer dans l'ampèremètre. Et puis j'ai fait une capacité comme tu m'as dit, à savoir avec 2 feuilles d'aluminium qui sont séparées par une feuille de papier. Je la branche et je vais faire comme tu m'as dit, je vais l'écraser avec du poids. Donc, quand j'appuie sur le premier bouton, je charge notre condensateur et l'ampèremètre reste bien à 0. Maintenant, je vais arrêter la charge et basculer rapidement sur l'ampèremètre. Et il n'y a absolument rien qui se passe. Oui, c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que toutes les charges partent bien trop vite. L'ampèremètre n'a pas le temps de les détecter. Et t'as une idée de comment corriger ça? Là, tu es en court-circuit. Donc, le courant va passer aussi vite que possible. Si tu ajoutes une résistance, tu devrais voir quelque chose. Ok, je vais ajouter une résistance au circuit. Je charge le condensateur et je bascule vers l'ampèremètre. Et effectivement, ça bouge. Par contre, ça bouge pas beaucoup, pendant pas longtemps. Oui, c'est pas un très gros condensateur qu'on vient de faire, et on n'est pas loin des limites de notre matériel. Ouais, enfin, j'aimerais bien voir quelque chose de mieux quand même. Si tu regardes bien le circuit, en fait, on vient de faire un voltmètre. Ah, oui. Le voltmètre de notre multimètre est de bien meilleure qualité que ce qu'on vient de faire. Si tu l'utilises, tu devras voir quelque chose pendant bien plus longtemps. Allez, on essaie. Je retire notre résistance et on utilise notre multimètre en tant que voltmètre. Je charge le condensateur et je bascule vers le voltmètre. Ah là on voit quelque chose. Et maintenant, on peut utiliser les condensateurs modernes. Et qu'est-ce qui se passe quand on en met 2 dans un circuit? Je te propose de garder ça pour la prochaine fois. On a déjà vu beaucoup de choses pour aujourd'hui. Ouais, t'as raison. Un par un, après l'autre.